Bienvenue, je suis ravie d'être parmi vous pour la conférence d'ouverture du salon Decidia. À l'initiative de Savoie Expo et en partenariat avec les acteurs économiques du territoire, Decidia, c'est l'événement qui rassemble les décideurs de la région pour la première fois. Avec cette signature, Decidia, mieux comprendre, mieux agir, quoi de mieux pour démarrer cette première édition que cette conférence Décider dans ce monde qui change. Non, nous ne pouvons plus décider comme avant. Parce que le monde bouge vite, parce que les attentes sont différentes, parce qu'il faut avoir conscience de ce qui se joue. Quel levier avons-nous pour prendre des décisions éclairées dans cet environnement mouvant ? Faire des choix, apprendre, comprendre, partager, coopérer, se faire confiance, parfois douter, c'est ce dont nous allons parler avec 4 dirigeants engagés pour leur entreprise et ouverts sur le monde. Et si vous avez des questions, on prendra quelques minutes à la fin pour que nos invités y répondent. Bonjour à tous les 4 et merci d'être présents. Je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Eh bien, je commence. Bonjour à toutes et à tous. Alizée Lozakmer. Je suis la cofondatrice d'une organisation qui s'appelle Make Sense, qui est présente en France et à l'international, qui accompagne des citoyens, des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises à agir pour créer des organisations durables et socialement responsables. Et je suis également membre du bureau de Impact France, qui est le syndicat des entreprises à impact français. Merci. À qui le tour ? Bonjour, Jean-Michel Amaret, moi je suis président et cofondateur d'Ataway, qui est un fabricant, concepteur et fabricant de stations hydrogène pour la mobilité hydrogène, donc toute cette révolution qui est en train de se passer dans la mobilité électrique, et en même temps vice-président de France Hydrogène. Bonjour, Daniel Anguelone, moi je dirige le groupe Montaz. Montaz, c'est un groupe industriel au Savoyard. On est venu en voisin et donc le métier, nous, c'est de développer, de fabriquer des sous-ensembles pour l'industrie automobile. Nos clients sont les constructeurs un peu partout à travers le monde. Voilà, on est présent dans une dizaine de pays pour les accompagner. Bonjour, je suis Alexandre Sauvigné. Je suis le président cofondateur du groupe Alfi. On est une entreprise familiale basée en Savoie, présente dans une dizaine de pays et on travaille, on a une branche industrielle et une branche orientée sur les produits de la construction et du bâtiment, enfin du BTP généralement. Merci pour vos présentations. Alors, quand je vous ai présenté ce titre, Décider dans ce monde qui change, à quoi vous a-t-il fait penser ? Alors pour nous, un monde qui change, donc nous on est dans l'industrie automobile, 100% de notre chiffre d'affaires c'est du thermique, entre le truck et les voitures, enfin à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on sait que d'ici 2030, c'est-à-dire sur les 6 prochaines années, on va en perdre à peu près la moitié, du fait de la baisse du thermique en Europe et en Chine notamment, et ça va plus vite en Chine qu'en Europe. Et voilà, donc on va perdre la moitié de notre chiffre d'affaires et la moitié de notre activité. Et voilà, donc un monde qui change pour nous, c'est ça. Alors c'est une bonne idée hein, que le fait que la mobilité soit moins thermique. Mais voilà, pour nous, c'est la perte de la moitié de l'activité. Je ne sais pas si tu as donné le nombre de salariés que vous avez chez Montaz pour voir combien de personnes ça peut impacter. Oui, on est à peu près 4000 à travers le monde. Notamment, on est dans toutes les grandes zones de l'auto. C'est là qu'on emploie du monde, hein, en Chine pour le marché chinois, aux US, au Brésil, en Inde et puis en Europe, qui reste un marché important. Et donc, toute cette activité, comme on fait beaucoup de choses en interne, hein, on fait du développement, on fait la fabrication de composants métalliques, plastiques, par de l'injection et de l'assemblage. Et voilà, donc tous les métiers sont concernés par cette transformation. Et ça pose beaucoup de questions. Alors, on s'emploie activement à se transformer aussi pour accompagner ce monde qui change. Merci. Et vous, décidez dans ce monde qui change, ça vous a fait penser à quoi ? Moi, je me suis dit merci d'ouvrir cet espace et ce débat, surtout en conférence d'ouverture. Ce monde qui change. Enfin, moi, je suis sortie d'école de commerce il y a 12 ans et je ne comprenais pas ce qu'on nous apprenait. Et je ne comprenais pas qu'on nous enseigne encore une économie qui était simplement au service de la maximisation du profit pour ses actionnaires, dans un monde où je voyais les inégalités augmenter, le péril climatique et écologique arriver, etc. Et donc ce monde qui change, il demande pour moi une économie qui change et qui se met au service de l'intérêt général dans le cadre des limites planétaires. Donc déjà ce monde qui change, je le vis depuis 12 ans et j'essaye de nous y adapter. Et sur ce chemin-là, j'ai découvert que la façon dont on s'organise collectivement pour monter des entreprises, monter des organisations, elle est absolument déterminante et clé
pour réussir à relever les défis qu'on a devant nous, et que le partage du pouvoir et le partage de la valeur, mais j'y reviendrai, étaient des choses assez peu enseignées, assez peu travaillées, mais véritablement clés pour être capable de se transformer. Et donc ça touche évidemment à comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble. C'est pour ça, c'est avec ces prises de conscience-là que tu as créé Make Sense. Exactement. Oui. Vous êtes plusieurs à avoir créé Make Sense. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Make Sense, on a créé ça donc il y a 12 ans. On était 7 à l'origine à sortir d'école et d'université avec la conviction qu'on pouvait faire une économie autrement. Et qu'on pouvait, que ce soit créer des entreprises avec un impact social et environnemental au cœur de leur mission et démontrer que ça pouvait être des entreprises viables, mais aussi accompagner la transformation des entreprises qui ne s'étaient pas montées avec cette vision-là pour, à minima, prendre en compte ces enjeux et puis même demain, peut-être se mettre à la résolution au service de cette résolution. Et donc aujourd'hui, on est 90 salariés en France et 150 avec nos bureaux dans le monde et on continue cette mission dans ce monde qui change et qui évolue beaucoup. Merci. Pour vous ? Alors, décider dans un monde qui change, moi, ça m'a fait penser à la confiance. C'est-à-dire que ce qui m'est venu, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je considère qu'aujourd'hui, le fait que le monde change, c'est la seule certitude qu'on a. Et en fait, on a toujours cru qu'on maîtrisait ça, ou qu'on contrôlait ça, puisque le monde change, il y a des saisons, le temps change, enfin il y a des choses qui changent. Pour autant, on a pu croire en étant entrepreneur que par moment on pouvait contrôler ça. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Alors effectivement, aujourd'hui, on est percuté par des changements qui vont de plus en plus vite et on va devoir évidemment s'y adapter, mais on y reviendra, je pense. Et donc je me suis dit, la posture, enfin quand tu m'as posé la question, j'ai pensé plutôt ça sous une forme de quelle posture pour décider. Et en fait, l'écho que j'ai eu, c'est donc la confiance, c'est-à-dire se faire confiance en tant qu'entrepreneur, être capable d'être à l'écoute aussi de ses intuitions, de ses ressentis, et puis aussi faire confiance à son organisation. Et du coup, ça pose effectivement la question de la décision dans l'organisation, au-delà simplement du chef d'entreprise. Jean-Michel ? Moi, ça m'a fait penser à toute cette réflexion que j'avais engagée dans les années 2000 sur la transition énergétique, le fait qu'on entendait à cette époque-là que ça serait vraiment génial de mettre des énergies renouvelables, mais qu'on ne savait pas stocker cette énergie, et comme elles étaient intermittentes, en fait, il y avait des limites à ce déploiement. Et donc, cette réponse qui était amenée ne me satisfaisait pas. Et donc, j'ai cherché à ce moment-là quelles étaient les possibilités pour venir stocker l'énergie. Et donc, voilà, on se remet en 2010 où on parlait d'hydrogène à l'époque. Parler d'hydrogène en 2010, c'était être un extraterrestre. Donc c'était cette logique. Il a fallu décider. Et donc je suis sorti de l'activité classique de grands groupes pour partir dans cette création d'entreprise. Et donc il a fallu décider pour faire changer le monde en plus. On va parler de vos entreprises, de l'interne. À quoi ressemble le processus de décision dans vos entreprises ? Alors, c'est intéressant puisque j'ai découvert il y a quelques années le principe de l'effectuation, qui est un principe que je ne connaissais pas du tout et qui, après l'avoir découvert, je me suis rendu compte que c'est ce qu'on a mis en œuvre dans le processus de création de notre entreprise et des décisions qui sont prises et qui est assez différent de ce que l'on apprend justement dans les formations classiques, puisque sur ces principes-là, on nous apprend déjà à partir de ce qu'on a, de quelles sont les compétences, quels sont les moyens que l'on a, quels sont les personnes, le réseau qu'on a autour. D'être dans une logique de co-construction et de ne pas arriver seul, mais de se tourner vers l'extérieur pour aller chercher, créer une sorte de patchwork de partenaires, d'acteurs, de collègues avec lesquels on peut travailler pour composer et identifier des parties prenantes que l'on ne connaît pas à l'avance et qui pourtant peuvent amener de la plus-value. Et puis, il y a un autre enjeu qui est très intéressant, c'est l'enjeu de la perte acceptable. C'est-à-dire que généralement, on dit « je veux obtenir » tel résultat, et pour tel résultat, je vais essayer de minimiser les risques pour arriver à l'obtenir. Et en fait, il faut renverser le raisonnement et se dire, qu'est-ce que je suis prêt à perdre ? J'accepte de perdre ça, et en fonction de ce qui est défini sur la table, et si ça se passe mal, je l'aurai perdu, je vais essayer derrière d'aller maximiser mes gains, maximiser les gains qui ne sont pas forcément des gains financiers, qui sont des gains partenariaux, des gains technologiques, des gains d'équipe, des gains de coopération.
Mais dès le départ, j'ai posé sur la table ce que j'étais prêt à perdre. Et donc, j'ai enlevé cette peur qui pouvait être là, sous-jacente. Et c'est intéressant de renverser ce mode de pensée. Et puis, un des derniers enjeux là-dessus, c'est que rien n'est écrit à l'avance et que nous sommes acteurs de notre propre changement et du changement que l'on opère. Comme je le disais, il y a plus de 10 ans, l'hydrogène, c'était absolument inconnu de tout le monde. Et pourtant, à force de conviction, de travail, en fait, c'est un sujet qui progresse, qui monte. Et donc, voilà, c'est comment est-ce qu'on est capable de se mettre en marche collectivement pour faire avancer les choses. C'est encore votre stratégie? Tu dirais que vous êtes encore dans l'effectuation aujourd'hui après... Alors, ça fait combien de temps, Attaway? Attaway, ça va faire 11 ans, ça fait plus de 11 ans d'ailleurs que l'entreprise est créée. On est toujours dans cette stratégie et notamment... c'est intéressant dans la partie de gestion de l'entreprise sur une stratégie qu'on appelle la stratégie du bambou. C'est d'avoir, qui est en 3 phases. La première, c'est toutes les racines, les rhizomes qui sont plutôt à l'horizontale et qui permettent d'aller chercher de la coopération un peu partout, d'aller chercher les compétences, de s'appuyer sur nos forces, que sont la R&D, que sont les équipes, que sont les forces commerciales, les implantations de nos partenaires. La deuxième étape, c'est de dire on fait pousser plein de pistes, des pistes à l'international, des pistes de produits, des pistes de collaboration, des pistes technologiques donc ça, c'est cette deuxième étape. On ne s'interdit rien, on fait pousser plein de pistes. Et la troisième étape, c'est de dire, on regarde à quelle vitesse ces pistes poussent et on réalloue en permanence les moyens sur les pistes qui se développent les plus rapidement avec le moins d'efforts possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pousser à mort ces sujets, mais les sujets sont ceux qui sont les plus pris par nos clients, les plus pris par la société, les plus pris par nos partenaires. Et donc, c'est avoir une souplesse permanente, ce qui veut dire qu'on s'affranchit de planifier de manière très précise, d'avoir des BP ultra carrés, d'avoir des prévisionnels tous les revues, tous les trimestres, tous les cycles, tout ça, qui sont les méthodes qu'on apprend encore une fois de manière classique. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'on part à l'aveugle, mais ça veut dire que l'on se permet en permanence de réallouer les forces, moyens humains et moyens financiers, sur ce qui donne le plus de résultats visibles. Et pour vous, toi, à quoi ressemble le processus de décision dans vos entreprises respectives ? Alors nous, chez Montaz, on est des gens simples, on va dire. Donc l'entreprise, elle a été fondée par Yves Montaz en 1965 et je veux dire jusqu'en 2015, c'était assez simple. L'organisation, c'était, il y avait Yves Montaz et tous les autres et les 4000 autres. Et chacun prenait des décisions à son niveau. Puis si vraiment personne n'arrivait à trouver une solution, ça remontait. Voilà. Donc en fait, il y avait beaucoup d'autonomie de partout. Et puis moi, j'ai fait quelques expériences, ça fait 26 ans que je suis dans l'entreprise, et donc j'ai 2-3 expériences sorties de l'école. Je me suis dit c'est un peu simple ou simpliste comme organisation, il faudra qu'on améliore tout ça plus tard. Et donc depuis son décès, on a essayé d'améliorer tout ça, on a structuré, et puis depuis c'est le bazar, on va dire. Donc en fait, et on se rend compte que dans un monde qui change, aujourd'hui, nos clients, il y a 2 ans, ils nous disaient on ne sait pas s'il y aura des voitures électriques en Europe. Et 2 ans après, ils nous disent finalement, ça sera 100% du monde automobile qui sera électrique. Donc ça change tellement vite. Et eux-mêmes, on se rend compte, on a eu cette discussion avant, on se fait des idées sur ce que sera, par exemple, la mobilité demain. Mais nos clients ne vont pas dans le même sens, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a beaucoup d'inconnus, on va dire. Et en fait, on est en train de revenir à des choses simples. On se dit que décider, finalement, chacun décide à son niveau. On essaye d'insuffler nos valeurs là où on pense qu'il faudrait aller. Et puis après, voilà, je vais dire, chacun avec son expérience décide. Et si vraiment, on en revient au mode d'avant. Si vraiment ils n'arrivent pas à s'entendre, on tranche. Mais voilà, l'idée, c'est de plutôt faire simple. Et je crois que c'est Steve Jobs qui disait souvent ça. Le plus compliqué, c'est de faire simple. Et en fait, je crois que ce qu'on faisait avant, Yves Montaz me disait souvent, vous savez, moi, je suis pas bien malin, donc parlez-moi simplement. Enfin, je suis pas bien malin, mais enfin bon. Et dites-moi les choses simplement, sinon je comprends pas. Et en fait, tout était simple, du coup. Et en fait, tout était facile. Et depuis, on a fait des business plans, des budgets, tout un tas de choses. Puis, bref, maintenant, c'est devenu tellement compliqué qu'on n'y comprend plus rien. Et le monde s'est complexifié. On a tout un tas de normes qui sont arrivées. Enfin, déjà, si on avait voulu rester simple, ça aurait été très compliqué. Et alors, du coup, si on a voulu structurer, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et je crois que dans un monde qui change, en fait, il faut rester simple, il faut rester humble, décider. Ce qu'on se dit aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Donc, il ne faut pas faire des prévisions à trop long terme. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, dans le monde automobile. Mais alors, comment tu fais pour choisir tes marchés? Parce que là, il faut quand même faire vite 4000 personnes. Puis, tu as des commandes, j'imagine, en cours. Comment on fait des choix?
C'est l'éternel débat, hein. C'est-à-dire qu'on sait que le moteur thermique s'arrête et au mois d'août, en France, les plus grandes ventes les voitures diesel se sont mieux vendues que les voitures électriques, ça augmente. Nos clients nous appellent beaucoup plus de pièces sur le thermique qu'il y a quelques années parce qu'en fait, il y a une reprise du marché et notamment dans le thermique, et je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs en Europe qui essayent d'acheter la dernière voiture thermique avant que ça passe à l'électrique. Donc en fait, c'est totalement contradictoire. Ça devrait baisser, mais ça monte. Mais ça va baisser. Et en fait, on essaye de rester agile. Et puis si, dans la décision, dans le processus de décision, on essaye de donner des tendances aux différentes business units, comme on dit chez nous, hein, les gens qui travaillent dans le truck, dans l'auto et dans l'hydrogène notamment, et dans le vélo électrique, on se diversifie. Et puis on essaie et puis eux après ils gèrent en fonction de ça, mais c'est vrai que quand on leur dit que le thermique va s'arrêter et puis que les commandes augmentent, du coup c'est un peu compliqué donc voilà, ils essayent d'avoir une idée générale de ce qui devrait se passer et puis ils adaptent en fonction, quoi, voilà. Nous, chez Make Sense, on a beaucoup travaillé notre modèle de gouvernance, puisqu'on se considère aussi comme un laboratoire d'expérimentation de nouvelles pratiques, en partant déjà des principes qui étaient le plus importants pour nous, donc pour pas être idéologique et choisir des formes toutes faites. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est le caractère entrepreneurial dans la structure et le fait d'être assez agile et créatif. Et donc, on a cherché un modèle qui permette ça. On a été très inspiré par quelqu'un qui s'appelle Frédéric Laloux, qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organization sur les organisations opales et qui travaille sur comment décentraliser la prise de décision. Et je dis bien décentraliser et pas libérer ou d'autres mots qu'on peut entendre. Donc nous, le principe fondateur de la prise de décision, c'est la sollicitation d'avis. Et donc qui dit que tout le monde dans l'organisation peut prendre une décision si tant est qu'il sollicite l'avis des personnes qui vont être impactées par sa décision et des personnes qui sont potentiellement expertes. Donc, c'est-à-dire, s'il prend une décision qui implique de la planification budgétaire, il va aller voir les personnes qui savent comment on fait des budgets dans l'organisation. Et ça veut dire que chacun, déjà sur son périmètre, peut prendre une décision en sollicitant les avis, mais que aussi on peut aller sur d'autres périmètres. Et ça permet à des moments, quand il y a des crises dans l'organisation, à certaines personnes de se lever et de dire je vais lancer une sollicitation d'avis pour repenser cet espace, prendre une décision, etc. Et quand même, il faut un peu guider ces décisions. Et donc pour ça, on a nos valeurs qui sont assez structurantes aussi pour orienter les décisions, une raison d'être, et puis des objectifs stratégiques qui sont des objectifs et pas de la planification, des directions stratégiques qu'on définit collectivement tous les ans. Et pour que ça fonctionne, on a deux organes en plus qui permettent de structurer le modèle. Le premier, qui est un organe qu'on appelle la waterline, donc c'est la ligne de flottaison, qui est l'organe qui va prendre les décisions qui mettent en risque l'organisation. Donc personne ne peut dire je m'endette de 500 000 euros demain. Donc ça, c'est une décision qu'on considère qui met en risque l'organisation. Donc il y a un organe qui prend ces décisions et qui est élu sans candidat. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tous les 2 ans, il y a une grande élection chez Make Sense où il n'y a pas de candidat. Chacun dit moi, j'estime que les 5 personnes qui doivent être dans la waterline, c'est ces personnes-là. Il y a 2 tours et en fait, ça permet d'éviter l'autocensure, que des gens ne se sentent pas légitimes alors qu'ils sont plébiscités par tout le monde. Et c'est souvent assez clair. Il y a toujours 5, 6, 7 personnes qui ont la majeure partie des voix et donc qui sont les gens dont l'organisation considère qu'ils sont garants de la sécurité de l'organisation. Et on a un autre organe qui est un organe qui s'assure que tous ces processus sont clairs pour tout le monde et se font de façon fluide. Donc en fait, il n'y a pas d'organe décisionnaire, mais c'est plutôt chacun est décisionnaire et après on encadre ça avec différents éléments. Et j'ai juste oublié de mentionner, quand il y a une sollicitation d'avis, il y a la possibilité, si quelqu'un est vraiment pas d'accord, d'émettre un conflit et auquel cas on organise une médiation. Donc c'est pas non plus tout le monde prend des décisions qui partent dans tous les sens et du coup tout ça c'est basé sur la confiance dans le collectif et de se dire que quand il y aura des décisions à prendre, des gens vont s'en saisir et quand il y aura des décisions dangereuses, des gens vont réagir. Et ça nous a permis d'être ultra agile et innovant, par exemple pendant le Covid ou dans d'autres situations où on voit que le modèle marche, si tant est qu'il y ait les bons espaces de formation et d'accompagnement des gens, évidemment, parce que c'est pas ultra intuitif dans notre monde de fonctionner comme ça. Alors justement, sur le niveau d'efficacité de ces modes de fonctionnement que, je pense, on connaît un petit peu moins,
Tu dirais que c'est efficace sur la prise de décision ? Moi, je pense que c'est efficace, efficient, les deux. Ça construit une culture d'organisation qui est très responsabilisante et très agile, puisqu'en fait, il n'y a pas un espace central où tout se pense et tout se fait, mais c'est décentralisé. C'est vraiment ça l'objectif. Et donc, moi, je pense que c'est ultra pertinent. Et après, ce qui est intéressant, c'est quels sont en fait les cadres d'objectifs stratégiques, etc. Et pour calibrer à quel point en fait différents endroits de l'organisation peuvent partir dans des directions très différentes ou alors quand même rester dans une forme de cohérence. Et donc, au début de notre modèle, on n'avait pas ces objectifs stratégiques définis collectivement. Et donc, à un moment, on s'est dit, bon, alors en fait, avec ce modèle-là, chacun peut développer vraiment des champs très différents et c'est pas forcément le plus efficient parce qu'on ne capitalise pas sur toutes les synergies entre nos différentes équipes. Et donc, on a rajouté ces objectifs stratégiques qui permettent de guider un peu les décisions. Mais à chaque fois, en se disant, on ne dit pas, il faut créer un COMEX qui va décider pour les gens. C'est plus quel est le cadre et le process qu'on crée pour que ça permette de guider les décisions, mais qu'elles restent décentralisées. Et c'est vraiment ça ce qu'on essaye de construire, c'est de ne pas figer à des endroits le pouvoir, mais plutôt de l'encadrer et de le décentraliser. Et alors toi, Alizé, tes décisions, quelles sont les décisions que tu prends aujourd'hui chez Make Sense ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment dans l'organisation où je me suis dit, on veut décentraliser le pouvoir, donc en fait, ça veut dire que moi, je ne dois plus prendre autant de décisions qu'avant, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de permettre à tout le monde de prendre des décisions. Il y a un côté un peu frustrant là-dedans, parce qu'à des moments, on se dit, là, en fait, je sens quand même que j'ai une forme de leadership et de vision sur ce qu'on devrait faire. Je suis là depuis 12 ans, donc... Et en fait, l'objectif de notre modèle, c'est autant que tout le monde puisse prendre des décisions, mais que aussi des leaders ne soient pas cantonnés à un rôle. Donc moi, mon rôle dans l'organisation, c'est d'aller chercher des partenaires, de l'argent, de développer des nouveaux projets. Mais s'il y a des moments sur des sujets, RH, je vois que ça fonctionne pas, je peux aussi aller prendre une décision dans ces espaces. Et donc l'objectif, il est vraiment double, de permettre à tout le monde dans l'organisation de prendre des décisions, mais aussi de libérer le leadership. Donc moi, après, je prends plutôt de décisions sur quels sont les nouveaux projets, les nouveaux champs d'activités qu'on développe. Merci. Et chez vous ? Alors, chez Alfie, c'est très intéressant. Merci, j'ai lu le livre et effectivement, je vais le relire. Pardon. À l'origine, comme on est une entreprise familiale, on a eu un début qui était un petit peu comme la société Bontaz. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a mon père et le reste du monde. Et donc, il y avait un mode de décision qui était très hiérarchique. Et quand, avec mon frère, on a repris l'entreprise, en tout cas pour ma part, ce que je souhaitais, c'était une entreprise qui ne dépende pas de moi. Puisqu'en fait, l'objectif que je me donnais en tant que patron de l'entreprise, c'était qu'elle dure. Alors maintenant, on dirait même qu'elle soit durable. À la limite, je disais qu'elle soit immortelle. Mais en fait, on va dire aujourd'hui qu'elle soit plutôt dans une logique durable. Et en fait, pour ce faire, comme moi, je ne suis pas immortel. Il m'arrive même des accidents. En fait, il faut qu'elle soit basée sur autre chose. Et donc, assez rapidement, je voulais justement avoir des gens de confiance et donner ma confiance autour pour justement que les décisions puissent être prises hors de moi. Et aujourd'hui, donc sur le sujet, l'entreprise ayant grandi, donc au début, quand c'est petit, c'est assez facile. L'entreprise a grandi, on a différents business units ou centres de profit. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un modèle de décision qui soit au plus près des clients. Parce que nous, comme nous tous, je pense, nous sommes des entreprises commerciales, donc la finalité, c'est quand même de satisfaire nos clients. Et je pense que là où la meilleure décision est prise, c'est pas en haut à la direction, mais c'est au plus près possible des clients. Et donc, je dis, c'est un mode un peu de fonctionnement éclaté. Alors, mes filles qui sont jeunes, quand on leur dit éclaté, elles pensent éclater au sol, donc c'est pas la bonne expression. Donc peut-être décentralisé ou éloigné, parce qu'éclater, a priori, chez les jeunes, c'est pas très bien vu. Mais voilà, mais l'idée, c'est qu'en tout cas, les décisions puissent être prises le plus vite possible, toujours pareil, pour une recherche d'agilité, de rapidité, d'avoir la meilleure réponse possible. Et pour ce faire, ça demande en fait, effectivement, une forme de lâcher-prise. Et c'est-à-dire que quand on est patron de sa propre entreprise, il y a deux choses. Les gens vont naturellement nous poser des questions parce qu'on est rassurant, puisqu'en fait, on a aussi cette capacité à décider. Donc, ça peut être confortable pour certains de savoir qu'ils peuvent venir nous chercher et donc qu'on va répondre. Donc, en tant que dirigeant, il faut se forcer à ne pas le faire. Et puis, par moment, à l'inverse, on peut avoir des intuitions ou des idées aussi, et il faut là aussi se forcer à aller au bout du lâcher-prise et à ne pas le faire non plus. Est-ce que tu as un codir quand même, une garde rapprochée avec qui tu décides ?
Oui, donc ça c'est assez rapidement ce qui s'est mis en œuvre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, pour pouvoir tenir mon propre objectif, parce que c'est pas très altruiste comme démarche, je l'ai fait à l'origine, je l'ai fait pour moi. Et donc je me suis entouré de gens compétents, très compétents autour. Et pour reprendre une citation de Steve Jobs, il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est qu'on embauche des gens qui sont meilleurs que soi, pas pour leur dire quoi faire, mais pour qu'ils nous disent quoi faire. Et donc c'est ce que je leur demande de faire. C'est-à-dire que justement, ils sont meilleurs que moi, donc je veux aussi entendre qu'ils me guident ou qu'ils prennent les bonnes décisions. Est-ce que vous avez des exemples forts des prises de décision marquantes dans votre entreprise et qui montrent comment ça se passe? Alors moi j'en ai quelques-uns. Il y en a un, pour citer l'exemple, comment ça se passait avant, comment ça se passe maintenant. Comment ça se passait avant, il y a quelques années, il y a 7-8 ans, on avait beaucoup de développement sur le marché indien. Les Indiens, ils développaient beaucoup de voitures, ils attendaient de nous qu'on s'implante sur place. Et nous, on faisait ça depuis le marché chinois, mais on s'est rendu compte que depuis notre usine en Chine plutôt, et on s'est rendu compte que ça ne marcherait pas parce que les Indiens et les Chinois ne s'entendent pas très bien, on va dire. Et du coup, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un site en Inde? Donc, processus de décision, c'était assez simple. J'ai passé un coup de fil à Yves Montaz. Je pense qu'il faudrait faire un site en Inde. Il me dit, oui, vous avez raison, puis il a raccroché. Et donc voilà, c'était assez simple comme procédure. Ça a duré à peu près 10 secondes. Et aujourd'hui, on est un peu dans un mode différent parce qu'on essaye de prévoir. Il y a quelques années, avec la chute du thermique, on s'est dit que ce serait bien qu'on s'intéresse à d'autres marchés. Donc nous, il y a deux marchés qui nous intéressent beaucoup. C'est le marché de la voiture électrique, mais on est déjà présent dedans. Mais surtout le monde de l'hydrogène, de la pile à combustible, et le monde du vélo électrique, puisqu'on est en train de développer un moteur avec une boîte de vitesse automatique pour les vélos électriques. Et là, on est dans un autre mode, c'est-à-dire qu'on a fait faire une étude de marché, une étude technique aussi sur ce qui existait. Et puis après, on a structuré des équipes. Et voilà, donc là, c'est un mode de processus des décisions qui est un peu plus long. Mais disons que je pense que les deux modes qu'on a connus chez nous, qui étaient le mode d'avant auquel on est en train de revenir, c'était plutôt, on passe pas trop de temps à réfléchir, on fait, puis après on verra bien ce qui se passe. Comme ça, parce que quand on passe du temps à réfléchir, qu'on fait des études, des business plans, au final on ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Donc en fait l'idée d'avant c'était plutôt de se dire on fait, puis en fonction de ce qui se passe, on continue, on arrête. Après quand c'est un peu plus engageant, on fait un peu des études quand même au préalable. Et donc mais on a la tendance quand même à décider assez vite et à pas trop se poser de questions. Voilà, c'est ce qui nous semble un peu la fabrique maison, on va dire. Tu es un codir toi aussi? Alors oui, c'est un codir mais qui cherche. Ça fait 10 fois qu'on le modifie, on n'arrive pas à trouver la bonne formule. Et je pense qu'on n'arrive pas à trouver la bonne formule parce qu'en fait, je ne sais pas si notre société, parce que même si beaucoup de choses ont changé, même si beaucoup de personnes ont changé, on se rend compte qu'au finalement la société elle a quand même une personnalité, j'allais dire, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire dans une entreprise, même si on se dit on va faire ça, parce qu'au final ça ne marche pas. Et je crois que notre entreprise, notre activité, la culture, les valeurs, on n'est pas adapté à avoir un comité de direction centralisé qui décide pour tout le monde. Et alors on n'organise pas des choses de décision décentralisées, mais c'est ce qui se passe en fait. Et puis c'est vrai que dans notre mode de pensée, on a envie que ce soit très planifié, très centralisé, très organisé. Et nous-mêmes, on a un peu de mal et on se dit que finalement, si chacun décide à son niveau, ça va beaucoup plus vite. Et au final, on se rend compte que les décisions qui sont prises à tous les niveaux de l'entreprise, elles sont prises par des gens qui connaissent mieux leur métier que nous et qui savent mieux ce qu'il faut faire que nous. Et puis qu'en fait, ils prennent des meilleures décisions que nous. Et du coup, on force pas forcément à avoir un codir qui organise, qui centralise, qui planifie. On est plutôt en train de revenir à des choses très décentralisées, sans planification. C'est comme les budgets. On n'a pas fait de budget pendant très longtemps. Puis après, on s'est dit, on ne peut pas ne pas faire de budget, il faut absolument qu'on en fasse. Et maintenant qu'on en fait, on se dit, en fait, c'était peut-être mieux quand on n'en faisait pas, parce que tout change tellement vite dans notre monde que c'est peut-être mieux de ne pas en faire. Et dans le vélo, c'est pareil. On sait qu'il y a un marché, mais on ne sait pas si notre produit va marcher. Dans l'hydrogène, on sait que nos produits vont marcher, mais on n'est pas sûr qu'il y aura un marché. Et donc, du coup, on se dit, bon, on essaie de ne pas planifier, on avance. Et quand je parle pas un marché, on ne sait pas pour nous dans l'automobile, je parle dans la mobilité, on va dire. Mais, et donc, du coup, on avance notre petit bonhomme de chemin, et puis après, on s'adapte régulièrement. Jean-Michel, toi, sur les prises de décision, il y a quelque chose que tu m'as évoqué, c'est que le métier au départ d'Attaway n'est pas le même qu'aujourd'hui, qu'il y a eu du coup un moment quand même pivot, en quoi, 2015, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme je le disais tout à l'heure, dans la phase de
l'étincelle qui a fait que la création de l'entreprise s'est opérée, c'était pour stocker les énergies renouvelables, et le marché que nous avions identifié était le marché du site isolé, puisque dans un site isolé, sa définition, il n'y a pas de réseau électrique, donc le seul moyen de produire de l'énergie, c'est par les énergies renouvelables, solaires ou éoliennes ou hydrauliques. Et donc nous avons développé, travaillé pendant 5 ans ces technologies pour développer des prototypes, un produit, trouver des premiers clients en lien avec le marché du site isolé. Plus on avançait et plus on s'apercevait que c'est un marché qui était diffus, compliqué à venir attraper, notamment avec des zones de sites isolés. On peut penser proche de chez nous au refuge, mais en fait il n'y a pas de marché dans les refuges, c'est pas un marché, c'est quelques opportunités. Quand on commence à aller dans les marchés, dans les îles, où là il y a beaucoup plus de sujets, peu d'îles sont connectées électriquement à des continents avec des gros outils de production d'énergie. Et là on s'est aperçu que il y avait un marché parallèle qui tournait avec des groupes électrogènes, avec une économie en place, l'économie du pétrole qui était approvisionnée. Bon, bref, on est en train de mettre les pieds dans un marché compliqué, surtout pour notre société, alors que la mobilité hydrogène commençait de manière très précoce à se dire, tiens, il y a des enjeux là qui sont des enjeux en lien avec la qualité de l'air, avec la transformation de nos mobilités qui vont être incontournables. Et donc, on a posé sur la table le sujet de est-ce qu'on n'utiliserait pas tout ce qui a été développé pour le site isolé, où là on était on avait des interlocuteurs donnés, on avait une image qui avait été travaillée, on avait des produits qui avaient été travaillés. Est-ce qu'on n'utiliserait pas tout ça pour aussi l'ouvrir au marché de la mobilité? Et là est apparu, mais mince, on va brouiller notre image, on va perdre tous les contacts et les affaires qu'on est en train de discuter sur le site isolé, ça va brouiller. Et en fait, encore, comme je le disais tout à l'heure, alors on n'appliquait pas cette méthode de l'effectuation ou du bambou à l'époque, puisqu'on n'en avait pas conscience. Mais en fait, on s'est dit, on prend le risque, nous y allons et on verra bien ce qu'il en sort. Et c'était difficile sur le marché du site isolé. Et à partir du moment où on est parti sur ce marché de la mobilité, on a vu que on a vendu l'idée a été vendue et quelques mois après, on a fait les premières ventes avec des clients sur des stations avec des véhicules. Alors à l'époque, c'était des vélos hydrogènes qui étaient testés. On parle de loin maintenant, on continue d'en faire, mais c'est tout petit en termes d'activité pour nous concernant. Et tout de suite, des clients ont accroché. Et là, on s'est donc rendu compte qu'il y avait un intérêt et qu'en fait, les peurs que nous avions sur le brouillage de l'image, toutes les démarches qui étaient amorcées avant, en fait, la bascule était très rapide et l'entreprise a suivi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ces peurs sous-jacentes qui sont exprimées ou pas et sur lesquelles on a assumé ensemble d'y aller en se disant on verra bien, de toute manière, on verra ce qu'il en est. Donc c'est comme ça que c'était abordé. Alors à l'époque, l'entreprise avait une taille plus petite puisqu'on était une dizaine de personnes. Donc ces décisions étaient, et à 10 personnes, on est tous ensemble en permanence. Donc en fait, les décisions sont par définition collectives et assumées collectivement. Ce qui n'est plus du tout la même chose maintenant où on est plus de 80. Alors tous ensemble est différent parce que on a parlé de gouvernance, on a parlé de comité de direction. Et moi, une des questions que j'ai, c'est si vous avez dans vos comités de direction que des gens qui vous ressemblent, pour prendre une décision. Bon, remarque, tu me diras, pour prendre une décision, c'est facile, au moins vous êtes d'accord. Mais peut-être qu'on y perd quelque chose. Donc, est-ce que pour toi, l'entreprise à l'époque et aujourd'hui, ton comité de direction, il est assez diversifié pour s'ouvrir? Alors, il n'est jamais assez, forcément. Mais un des atouts de notre projet au départ était de partir à deux déjà. Et de partir à deux avec mon associé Pierre-Jean Bonnefond, sur lesquels nous n'avons pas du tout le même tempérament. Et cette complémentarité de tempérament a vraiment été une richesse incroyable, puisqu'elle permettait de venir compléter ou offrir un effet miroir sur des décisions, des orientations qu'on était en train de prendre. Et donc, ça reste... Et les décisions que nous prenons tous les deux continuent d'être confrontées avec cette différence, mais qui est une diversité. Et dans notre CODIR, donc nous avons bâti un CODIR depuis. Alors ça fait 1 an et demi maintenant que nous embauchons pour nous accompagner la croissance de l'entreprise qui est extrêmement forte, puisqu'on était 55 au début de l'année, là on est 80 et on va encore doubler de taille dans les 2 ans qui viennent. Donc il faut intégrer des personnes, les former et aussi
inculquer une culture du management à l'intérieur et créer cette diversité avec des profils qui sont très différents. Donc ça n'est pas satisfaisant en termes encore là où on en est. Par contre, on est sur le chemin, c'est-à-dire que ce chemin a été ouvert. Et on est toujours ouvert avec. On ouvre nos yeux et nos oreilles pour s'inspirer de ce qui se fait. Je suis extrêmement curieux d'échanger avec toi, Alizé, sur ces sujets, puisque justement les enjeux de responsabilisation, transfert des responsabilités dans des principes de subsidiarité, c'est-à-dire de vraiment ramener la décision là où c'est pertinent de la prendre plutôt que de se dire on fait des voies hiérarchiques qui remontent. Voilà, on structure petit à petit, on met en place des comités avec des experts ou les personnes qui sont plus près des sujets pour qu'ils nous amènent leurs propositions et qu'on puisse statuer en fonction de ce qu'il en est. Mais on a encore un cran à franchir dans ces types de décisions. Et en termes de diversité, oui, on n'a pas assez de femmes aujourd'hui dans notre CODIR. On en recherche d'ailleurs, mais c'est assez compliqué à recruter. Pas assez de diversité culturelle. Pourquoi c'est compliqué à recruter ? C'est compliqué parce qu'on a peu de candidatures, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas de candidatures, donc on les invente pas. Et culturellement, on est une entreprise qui était franco-française, on a ouvert des bureaux en Espagne au début de l'année, là on en ouvre Belgique, Pays-Bas, on va ouvrir sur d'autres pays en Europe dans l'année prochaine. Donc on voit aussi qu'il y a une mutation qui est en train de se passer, où l'entreprise est en train de basculer vers l'anglais. Ce qui pose des problèmes, puisque certains se trouvent sur le bord de la route, puisqu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les compétences en langue étrangère. Donc il faut aussi amener cette mutation. Mais voilà, c'est en cours, mais ça se fait à marche rapide, puisqu'on est en hypercroissance. Alizé, tu veux réagir du coup sur cette diversité dans les CODIR? D'ailleurs, tu as fait un post, on en a parlé ensemble sur cette table ronde, sur Décider dans ce monde qui change, et tu le disais, pour comprendre un monde qui change vite, nous avons besoin de toutes ces composantes. Oui, je faisais une petite blague, on va dire, même si c'est pas une petite interpellation de Savoie Expo sur le fait qu'on était 4 intervenants, dont 3 hommes et une femme. Et c'est la première phase visible de la diversité qui est à minima, et moi c'est un de mes grands combats maintenant, qui est autant de femmes que d'hommes sur un panel. Et après, ça c'est vraiment la base de la base. Et après, il y a toute la diversité culturelle et aussi de parcours de vie qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, je pense que le monde, il est tellement pluriel, il est de plus en plus interculturel. Nos problématiques, elles sont pas françaises, elles sont internationales. Et je pense que fondamentalement, pour moi, il y a une raison éthique déjà qui est, il faut que nos entreprises soient le reflet de la société dans laquelle elles sont. Donc, je suis semi à l'aise avec les arguments qui disent intégrer les femmes dans vos CODIR parce que c'est facteur de productivité. J'ai envie de dire, même si ça ne l'était pas, ça me paraît normal. Mais même une fois qu'on a passé cet argument éthique, c'est effectivement, à mon avis, facteur de créativité et, in fine, d'efficience ou... Alors c'est sûr que c'est moins rapide tout de suite quand on inclut des personnes qui n'ont pas fait les mêmes études, qui n'ont pas les mêmes parcours de vie, qui viennent pas des mêmes horizons sociaux et culturels. C'est plus long, mais moi je suis persuadée que ça apporte en fait d'autres façons de voir le monde et qui sont aujourd'hui ultra importantes pour comprendre le monde dans lequel on est. Et en fait ça se joue à tous les niveaux et aussi sur les âges. En fait on peut pas comprendre aujourd'hui comment pensent et perçoivent le monde les jeunes générations si on n'est que des cinquantenaires à décider. Donc voilà, c'est un long chemin et je suis d'accord qu'il y a beaucoup de barrières. Alors nous, on a le problème inverse, c'est qu'on n'a pas d'hommes qui postulent chez nous. Donc on est 75% de femmes. Mais je crois que maintenant on peut plus s'arrêter à... effectivement, en fait, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut faire l'effort supplémentaire pour aller vers... et à des moments pour peut-être adapter les fiches de poste, les responsabilités, etc. Parce que c'est un long process et si on s'arrête toujours au départ de ça ne marche pas, en fait on n'entame pas ce processus. Est-ce que dans les prises de décision, on peut aussi intégrer ces parties prenantes? Parce que j'y voyais aussi dans cette altérité, dans cette différence, le fait de se dire qu'il n'y a pas cet entre-soi dans l'entreprise, mais comment on fait pour s'ouvrir et prendre aussi des idées, des visions du monde qui sont différentes à l'extérieur? Est-ce que tu as des exemples? Ouais. Voilà, alors nous, c'est vrai que le principe de la sollicitation d'avis, il est intéressant parce qu'en fait, au début, on le faisait entre nous et après, on s'est dit, mais en fait, il y a certains choix qu'on fait
qui impactent en fait les gens avec qui on travaille. Donc nous, on a différents types d'activités, mais il y a une activité qui est de former des bénévoles pour agir partout en France pour développer des initiatives locales. On a une activité qui est de l'accompagnement et de l'investissement dans des jeunes sociétés à impact social et environnemental. On a une autre activité qui est d'accompagner plutôt des ETI ou des grands groupes dans leur transformation. Et ça fait plusieurs fois que sur des choix d'arrêter telle activité ou de faire évoluer le sujet de tel autre, en fait, les personnes ont mené une sollicitation d'avis en intégrant les bénévoles d'un côté, même on a fait en intégrant des clients de l'autre. Alors évidemment, c'est les clients avec lesquels on a une relation de confiance. Et en fait, c'est incroyable de recevoir l'avis de son client sur sa propre activité et de voir qu'en fait, on avait créé une telle relation de confiance qu'en fait, déjà, c'était très juste et que les personnes, au bout d'un moment, ont envie de contribuer aussi à ce que devient Make Sense et qu'ils ont peut-être l'idée la plus juste puisqu'ils sont de l'autre côté et c'est eux qui bénéficient des services qu'on apporte. Donc, il faut oser le faire. Évidemment, il ne faut pas le faire avec le client qu'on a signé il y a 1 mois après 3 ans de négociation. Ça, c'est peut-être pas la bonne idée. Mais moi, en fait, à chaque fois qu'on tente ces choses, où au départ, on se dit, oula, un peu risqué, je suis assez bluffée de... globalement, en fait, la bienveillance des gens, parce qu'à partir du moment où on ouvre les portes, les gens qui reçoivent en face, ils sont bienveillants. Enfin, c'est un cadeau qu'on leur fait, et de l'intelligence collective, et qui est toujours plus riche que ce que moi je pensais à la base. Donc voilà, c'est un exemple de façon de faire. Après, il y en a plein d'autres. Daniel, Alexandre, pour vous, est-ce que vos comités de direction sont assez diversifiés ? Alors, au sens homme-femme, pas du tout. Et effectivement, on fait face un peu aux mêmes problématiques. Mais au-delà de la diversité, je pense que c'est aussi l'état d'esprit. Et aujourd'hui, nous, dans notre comité de direction, je regarde Sandra qui est en face de moi en le disant, qui en fait partie justement, on retrouve un peu les deux côtés un peu du cerveau, c'est-à-dire on a des gens qui sont créatifs et d'autres qui sont plus rationnels. Donc on a déjà cette diversité-là. Mais surtout, je dirais plutôt dans le processus, et je rejoins ce que disait Alizé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je suis intimement, j'ai j'en ai plusieurs, mais j'en ai au moins 2 convictions. La première, comme je disais, c'est que les meilleures décisions se prennent, c'est les gens qui font, qui savent. Donc il faut aussi lâcher et laisser les gens qui sont au moment dans l'action avec le client ou avec un collaborateur agir à ce moment-là. Et généralement, ils prendront la bonne décision si on leur a donné les clés, et ça va être ce dont je vais parler dans un instant. Et ma deuxième conviction, c'est qu'effectivement, il faut avoir un maximum de gens qui participent à la réflexion, parce que c'est la somme des singularités qui va créer la richesse de la pensée, ce qu'on va créer. Et si je fais écho à mon propre cas, comme je lis beaucoup, je me documente, généralement j'ai pas mal d'idées sur pas mal de sujets, et en fait je pouvais souvent arriver déjà avec des idées préconçues. Et maintenant, je me force à ne plus faire ça, et après plus on le fait, plus ça devient naturel. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, les idées qui sortent de ces moments-là, elles sont toujours bien meilleures que ce que j'aurais pu imaginer ou qu'on aurait pu imaginer à 2-3. Et donc, comme la finalité, c'est quand même d'avoir les meilleures idées, ou en tout cas d'essayer les meilleures choses, puisqu'on pense pour l'entreprise, je me rends compte qu'à chaque fois, effectivement, plus on va rajouter des gens dans l'échange, en tout cas dans la discussion, et des points de vue. Et c'est ce que je te disais, la carte n'est pas le territoire, et en l'occurrence, plus on amène des gens qui ont des visions du monde différentes, que ce soit international, que ce soit culturel, plus le résultat sera probant et intéressant, et donc intéressant pour le collectif. Et chez toi ? Non, pas du tout. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un problème de diversité, homme-femme ou ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est en profonde transformation. Je pense que globalement, on n'a absolument pas compris ce qui est en train de se passer sur le plan climatique et sur la gravité, j'allais dire, de la situation, sur l'urgence de la situation. On n'a pas compris les impacts concrets que ça allait avoir. Je pense qu'on n'a pas compris les impacts sur la biodiversité, que ça va nous toucher. On entend souvent 2100, nos enfants, nos petits-enfants. Moi, j'évalue plutôt à maximum 5 ans, 7 ans ce qui va nous arriver. Et le problème de la diversité dans les comités de direction, c'est ça. C'est qu'en fait, dans notre comité de direction, je pense que... Moi, je suis peut-être un peu plus sensible. Je ne suis pas forcément peut-être au bon niveau, mais... Je pense qu'en fait, on n'a pas compris ce qui est en train de se passer et en fait, on prend des décisions sans comprendre ce qui va se passer dans 5 ans. Et c'est ça le problème, en fait. Pour moi, ce n'est pas un problème de jeunes ou d'anciens, d'hommes ou de femmes. C'est qu'en fait, si on veut prendre des bonnes décisions dans un monde qui change vite, ça serait bien qu'on essaye de comprendre ce monde qui change vite
Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas bien compris. En fait, on voit un peu les impacts climat, mais on n'a pas bien compris les conséquences. Par exemple, dans une usine, il commence à faire très chaud. Ça va au-delà des capacités dans d'autres usines qui étaient en France. Dans la vallée de l'Arve, les systèmes de gestion de refroidissement de l'huile et ainsi de suite, ils se sont mis à dysfonctionner cet été à cause des hausses de température. Donc on peut estimer que dans les années qui viennent, ils ne vont plus marcher. Et c'est l'année prochaine, c'était déjà cette année, c'est pas dans 100 ans. Et puis les collaborateurs commencent à avoir du mal à travailler. Et quand je suis revenu, moi, le 18 août de vacances, j'ai fait le tour de nos sites parce qu'il faisait très chaud. Je me suis dit, là, les pauvres Indiens, les pauvres Tunisiens, les pauvres Marocains, ils doivent crever de chaud. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, l'endroit où il faisait le plus chaud dans le groupe, c'était à Marna. Et puis il faisait 40 degrés. Et en fait, on ne pouvait plus travailler. Et donc ça, c'est déjà là tout de suite. On manque déjà de matières premières. On manque de tout un tas de choses. C'est là maintenant. Et dans un comité de direction, dans des comités de filière, dans l'automobile, au niveau national, à la PFA et compagnie, moi j'échange beaucoup avec des gens qui me disent mais vous pensez qu'un jour il n'y aura plus de matières premières, mais vous pensez qu'un jour le changement climatique ça va vraiment nous impacter? Et j'ai même entendu dernièrement, et vous pensez que la hausse des températures est liée à la quantité de carbone qu'on émet dans l'atmosphère? Et donc c'est là en fait. Et aujourd'hui, moi je pense qu'on a globalement un problème peut-être je m'écarte un peu du sujet, mais globalement un problème il y a des faits scientifiques qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ces faits scientifiques, on a l'impression que c'est des avis qu'on peut challenger. Et du coup, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Puis on en arrive à se dire, bon, ouais, ça change, il va se passer ça. Ouais, mais bon, peut-être pas. Et je pense qu'il faut avoir des convictions. Il faut se dire, voilà, maintenant, on y croit. On pense qu'il va se passer, ça va aller là. Et on change, et on bouge. Et il faut avoir cette mentalité dans les CODIR. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Voilà. Bon, alors, on va partir là-dessus. J'entends deux choses dans ce que tu dis. La place des convictions personnelles. Qu'on peut avoir. Et la seconde, c'est comment vous prenez en considération en fait dans vos entreprises le changement climatique, oui, mais aussi des considérations éthiques, sociétales, sociales. Justement, vous faites quoi de tout ça? Je peux enchaîner, si vous voulez. Ouais. Alors, comment on les prend en compte? C'est très compliqué. Alors, par exemple, nous, on fait de l'analyse de cycle de vie. On se dit, voilà, nos produits, un tiers de nos émissions, on émet 100 000 tonnes de carbone chaque année. Un tiers de nos émissions, c'est l'énergie. Un tiers, c'est la matière première. Et puis le reste, c'est toutes les opérations qu'on peut avoir sur le transport et ainsi de suite. Et on se dit, tiens, on va mettre de la matière première recyclée. On fait de l'innovation, on fait des études. Nos clients n'en veulent pas. Donc après, on peut pas leur imposer dans l'automobile. Donc ça c'est compliqué. Sur l'énergie, on a quelques moyens d'agir, mais les moyens d'agir sont assez limités. Et c'est plus en fait, nous on raisonne en termes de, on fait un peu l'inverse. Par exemple, on a un gros site industriel en Tunisie, un gros site industriel au Marocain. Là-bas, l'énergie, 100% de l'énergie, c'est du gaz qui vient d'Algérie. Le gaz, on a de moins en moins. Les problématiques géopolitiques, je pense que je peux vous faire un dessin, c'est pas la joie. Des fois, on se dit, peut-être que dans quelques années, les Algériens, ils vont couper le robinet du gaz aux Tunisiens, et puis qu'est-ce qu'on va faire dans ce pays, du coup? Parce qu'il n'y aura plus d'énergie. Et donc, on essaie de faire des raisonnements de ce type-là. On se dit, on se prépare à ce qu'il y ait ce type de problème. Donc, c'est une façon de se préparer déjà, c'est-à-dire de moins dépendre de l'énergie dans certains domaines. Mais après, si on arrête d'un côté, puis qu'on remet de l'autre, puis que c'est pire, du coup, on ne sait pas comment faire. Et je pense que il faut faire des choses simples. En termes de social, par exemple, on est dans beaucoup de pays où les conditions sociales sont moyennes. Bon, on paye des mutuelles à tout le monde. On arrive à payer au niveau, par exemple en Inde notamment, et dans les pays du Maghreb, on a mis une couverture sociale supérieure à ce que nous impose l'État. Et on essaye de travailler à réduction des émissions de carbone en faisant une trajectoire carbone. Et on se dit, voilà, ce que nous ont demandé les clients dans les 10 prochaines années, la trajectoire, elle est comme ça. Et puis si on veut réduire de 80% d'ici 2050, la trajectoire elle est comme ça. Et du coup, on tombe dans un dilemme de qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on arrête des marchés et donc en fait on va se retrouver avec 1000 ou 2000 personnes de trop dans le monde? Solution numéro 1. Solution numéro 2, on essaye de baisser l'intensité carbone de nos produits. Mais on va dans le vélo électrique. Aujourd'hui, on fait des petits composants mécaniques pour les voitures. Dans un petit composant mécanique qu'on fait nous, on en fait à peu près 1 million par jour. On a 500 grammes de carbone. Dans le moteur du vélo électrique qu'on va faire, il y aura une vingtaine de kilos. Donc en fait, passer de la voiture thermique au vélo électrique pour nous, chez Montaz, c'est x4 dans l'empreinte carbone. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la voiture thermique et on ne va pas dans le vélo électrique.
Ouais, c'est toutes des questions qui sont très difficiles à trancher et encore une fois très compliquées parce que la prise de conscience de nos équipes, elle n'est pas forcément là. Et des managers de business unit vont nous dire bon, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, on a des clients qui nous demandent des pièces. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne les livre pas. Et puis, ils nous demandent de développer encore sur certains, parfois, notamment dans le truck, sur des moteurs thermiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne développe pas des moteurs thermiques, sachant que le truck aujourd'hui est principalement thermique. Donc est-ce qu'on abandonne ce marché? Mais si on abandonne ce marché, on a une trentaine de personnes dans les bureaux d'études en France qui n'ont plus de boulot, et puis on a une centaine de personnes sur nos sites d'assemblage qui n'ont plus de boulot. C'est des questions un peu compliquées, on va dire. Mais donc on essaie de s'engager, puis ce qu'on essaie de se dire aujourd'hui, c'est que bon, finalement, on a peut-être une trentaine d'années, moi je pense qu'on a un peu moins, une quinzaine d'années où il faut vraiment changer les choses. Et là, on est dans le changement de culture. On ne peut pas trop faire mieux pour l'instant. Après, pour donner mon opinion, je partage un peu ça, c'est-à-dire qu'on a effectivement des stratégies de décarbonation, des choses comme ça, mais en tant que chef d'entreprise, c'est comment on peut essayer de maintenir une vision de croissance avec un monde fini. Et en fait, déjà, quand on pose ce postulat-là, on se rend bien compte que déjà, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est comment on arrive. Donc, ça, c'est des décisions long terme. En tout cas, c'est là où il faut de la singularité, c'est là où il faut se questionner. C'est comment on change les modèles de nos entreprises avec un écosystème de partenaires ou de banques qui attendent des résultats. Et comment on arrive à... Enfin, c'est la quadrature du cercle un peu. À la fois être capable de se dire, OK, il faut changer. Donc nous, on s'améliore, on baisse notre empreinte carbone. On n'a pas d'obligation, évidemment, mais on le fait par conviction. Et on a des engagements ou des visions de baisse importantes. Et puis au fond de moi, il y a cette idée de dire, aussi, de demain, il faut peut-être changer nos modèles. Donc on réfléchit en disant, tiens, effectivement, nous on travaille, je vous l'ai dit, dans le bâtiment. Aujourd'hui, dans les besoins de logement, de sécurité sont un des premiers besoins de l'humain. Donc dans le monde entier, ou dans certaines parties du monde, il y a des gens, ils ont besoin d'être logés. On parlait de l'Inde tout à l'heure, j'y étais il y a 6 mois, c'est le cas. Enfin, il y a de nombreux endroits où il faut que les gens aient un logement décent. Et donc comment on construit avec le moins de carbone possible? Donc il y a cet axe-là. Et à côté de ça, il y a en Europe ou dans les vieux pays, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt de la rénovation. Et donc pour une entreprise comme nous, par exemple, qui ne faisons pas de rénovation, c'est comment, avec ces convictions-là, on commence à se dire, OK, demain, il faudra qu'on change nos business models pour aller vers de la rénovation. Donc comment l'entreprise est suffisamment agile pour évoluer, pour accepter en fait de passer du béton, qui est notre métier aujourd'hui, à quelque chose demain qui sera totalement différent. Donc il faut faire preuve d'agilité. Et pour répondre à ta question sur les convictions personnelles, donc effectivement, il y a des visions comme celle-là où, comme tu l'as dit, elle nous frappe, on n'a pas vraiment le choix que de le constater. Et puis après, un deuxième point en tant que chef d'entreprise, je fais partie du campus de l'inclusion. Hier, il y avait un lancement du campus de l'inclusion. Et aujourd'hui, je pense qu'en fait, il faut aussi qu'on prenne nos rôles et que chacun, on agisse. Alors j'en profite pour dire un petit mot. S'il y a des chefs d'entreprise autour de la table, avec Marine Cocan, on fait partie d'un collectif savoyard qui s'appelle Les Entreprises s'engagent, qui est un collectif même national, et pas que savoyard, mais il y a une antenne en Savoie. Et je vous invite à vous engager dedans. Et dans les thèmes qu'on aborde, il y a effectivement la baisse du bilan carbone et l'inclusion. Et pour revenir à l'inclusion, aujourd'hui, c'est un élément clé aussi pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on doit, nous, entreprises, offrir la possibilité de venir à l'emploi un maximum de personnes. Et donc l'inclusion a un très bon levier. Et pour ça, il faut qu'on agisse. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est celle-là. C'est que moi, en tant que chef d'entreprise, quand je pensais à l'inclusion, je pensais tout de suite des projets trop grands. Et ce que j'ai appris hier, donc c'est récent, donc je vous le partage dès aujourd'hui. Ce que j'ai appris hier, c'est qu'en fait, il faut déjà faire même des petits projets. Et moi, j'ai une certaine tendance à penser des choses un peu en grand souvent. Et en fait, là, j'ai revu un peu ma copie en disant, OK, si déjà on fait un projet, on intègre 10 personnes, pour au final en garder une, c'est déjà très bien. Et aujourd'hui, je pense que chacun, et ça sera ma conclusion, chacun, à notre niveau, on peut agir aussi. Et le fameux adage, c'est les rivières qui font les fleuves puis les mers. On peut chacun être une rivière pour l'inclusion, pour l'écologie. Donc agissons, attendons pas le changement, mais soyons le changement. Voilà. Merci. Pour rebondir sur la question, donc, nous, notre cœur de métier, c'est d'accompagner la société et l'économie à se transformer au service de l'intérêt général. Ce qui est pas forcément simple. Peut-être deux idées là-dessus. On parle beaucoup de transformation des entreprises pour s'adapter aux limites planétaires, aux enjeux écologiques, aux enjeux sociaux.
il y a une question que j'entends très peu et du coup j'ai envie de la poser, c'est quelle est l'utilité de mon business dans 5 ans, dans 10 ans, dans un monde, alors on va juste dire un monde à plus de 2 degrés, même si c'est pas du tout le seul péril aujourd'hui, le réchauffement climatique, mais bon, c'est à minimal plus simple à énoncer. Donc quelle est en fait l'utilité et pourquoi est-ce que ça vaut la peine que des personnes passent la majeure partie de leur vie et qu'on consomme les ressources naturelles pour mon produit ou mon service. Et du coup, je trouve qu'en se posant cette question-là, ça ne veut pas dire est-ce que oui, mon entreprise continue ou pas, mais sinon, c'est comment aller vers une offre qui a une utilité véritable. Et donc, j'ai la conviction quand même qu'il y a peut-être certains champs de l'économie qui, demain, ne sont pas utiles, ou en tout cas, ce n'est pas pertinent d'utiliser du temps et de la ressource naturelle pour produire ces services. Et du coup, c'est une question qui est très dure à se poser, je pense, en tant que dirigeant, mais je l'entends dans les 3 dirigeants autour de moi, donc c'est rassurant. Et donc, je pense que c'est la première question pour ensuite se dire, mon offre, mon service et mon business model, comment est-ce que je maximise son utilité au service de l'intérêt général. Et ensuite, peut-être la deuxième idée que j'ai envie d'amener, c'est, en fait, on a un modèle d'entreprise en tête qui est en croissance continue, dont l'objectif c'est de prendre des parts de marché, puis de se diversifier, etc. Alors qu'en fait, il n'y a que l'entreprise qui fonctionne comme ça dans le monde. En fait, tout le reste du vivant, aujourd'hui, ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, il y a tout un courant de pensée aujourd'hui autour de comment s'inspirer en fait, des pratiques du vivant qui ont quand même démontré depuis des millions d'années leur résilience pour penser son entreprise. Alors, il y a beaucoup de principes différents, mais je peux peut-être en citer quelques-uns. Il n'y a pas de croissance infinie dans le vivant. Un arbre, il ne va pas jusqu'au ciel. C'est une métaphore souvent utilisée, mais... et donc, comment on pense une croissance finie pour son entreprise et qu'est-ce que ça veut dire et comment ça remet en cause, évidemment, les modèles de financement actuels. Mais en fait, il faut tout repenser du sol au plafond. Donc, posons ces questions. Le vivant, il utilise des sources d'énergie infinies. Et il n'y a pas de déchets dans le vivant. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comment est-ce qu'on peut penser sa chaîne de valeur de cette façon-là ? Le vivant, c'est pas que de la coopération. Il y a parfois de la compétition, mais il y a un juste dosage entre coopération et compétition. L'arbre dans la forêt, il n'a pas pour objectif de devenir le seul arbre et le plus gros. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas les champignons, s'il n'y a pas les fougères, s'il n'y a pas les oiseaux, s'il n'y a pas les abeilles, ça ne marche pas. Et donc, comment on se pense pas comme une entreprise qui doit grandir, mais comme une entreprise qui fait partie d'un écosystème, qui se nourrit de certains côtés et qui nourrit de l'autre son écosystème. Voilà, je pourrais en citer d'autres, mais... Et du coup, ce qui est complexe, mais ce qui est aussi passionnant, c'est à la fois de penser sa finalité, mais aussi de penser ses moyens tout au long de la chaîne. Et même si ce n'est pas facteur de compétitivité là, tout de suite, aujourd'hui, l'année prochaine, c'est facteur de résilience, évidemment, pour les 5, 10, 20 prochaines années. Parce que sans ça, c'est sûr que les entreprises ne tiendront pas, à mon avis. Daniel ? Je voudrais juste réagir sur ce que tu as dit au début, sur la raison d'être. La raison d'être, il y a quelques années, on s'est posé la question, il y a 4-5 ans, la raison d'être dans l'entreprise, qui nous paraissait quelque chose, une question un peu, on s'est dit, encore un truc de consultant, mais on va quand même se poser la question. Et la raison d'être, quand on s'est posé la question, qu'est-ce qui manquerait au monde si l'entreprise Montas n'existait plus ? Le pire, c'est qu'on est arrivé à la conclusion qu'il ne manquerait rien, en fait. Et du coup, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, du coup, j'ai bien fait de me poser la question. Et en fait, mais le pire, c'est que c'est vrai. En fait, je pense qu'il ne manquerait rien, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ferait notre boulot. Et je pense qu'il ne le ferait pas forcément très différemment de nous. Et je pense que c'est fondamental, en fait. Ça paraît un truc, mais en fait, c'est fondamental. Et en fait, si on se raccroche à ça, on en arrive toujours, au final, à se dire, du coup... comment je pourrais emmener l'entreprise à faire en sorte que demain, si l'entreprise n'existait plus, il manquerait vraiment quelque chose dans ce monde. Et je pense que du coup, là, clairement, on s'inscrit dans un modèle beaucoup moins linéaire et beaucoup plus durable. Je pense qu'il faut se poser la question. Le sujet est complexe et comment est-ce que nous on l'adresse ? On l'adresse au travers. Une de nos valeurs, c'est l'équilibre. Et ce qui fait que nous essayons en permanence de faire des choix qui sont les plus équilibrés, les plus cohérents possibles. Le premier point, c'est que nous développons des produits qui s'inscrivent dans la décarbonation de la mobilité, moins de pollution vers le futur. Donc forcément, on est en train de travailler sur le secteur où l'activité semble amener du sens dans le futur et être assez pérenne, ce qui veut dire que nous sommes alignés sur ces sujets-là. Par contre, là où ça commence à
à coincer, en tout cas à ramener dans l'équilibre. Donc là, on pourrait être le développement d'un produit plutôt vertueux, équilibre au maximum. En tout cas, on va vers le plus. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en croissance, nous embauchons, nous ouvrons à l'international. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de relations, de déplacements, de trajets, d'interactions. Nous continuons d'embaucher, on va construire une usine, voilà, on est dans ces sujets où on est dans du développement, dans de la croissance, puisque de toute manière, c'est le logiciel économique mondial aujourd'hui et il est difficile seul d'en sortir maintenant. On voit bien que même avec nos équipes, c'est compliqué puisque même si on travaille dans le plus pour le développement des produits, ils viennent aussi chez nous pour des convictions qui sont de travailler dans le sens de l'environnement. Et dès qu'on commence à parler de croissance, de doubler, de se dire tiens, on sera à x10 à tel horizon, ça. En construisant sur des zones qui sont aujourd'hui des zones sur lesquelles il n'y a pas d'usine. Donc ça heurte, on sent que ça, en tout cas, ça frictionne. Et donc, c'est ces sujets, nous, on essaye en permanence, avec cette valeur de l'équilibre, de trouver un juste milieu, mais qui est instable par définition dans l'équilibre. Mais je n'ai pas de réponse à amener à ces questions-là, en tout cas, pas de réponse, tant qu'on mesure la valeur économique avec ce seul PIB qui est un PIB qui lui-même est complètement délirant, puisque on reviendra un petit peu après dessus, mais lors d'une conférence qui a eu lieu il y a 15 jours, quand il y a, posons-nous la question de la création de richesse au sens humain, j'ai un accident gravissime sur la route, un accident industriel, il va y avoir des morts, donc dans le sens de l'humanité, c'est une catastrophe. Et en fait, ça crée de la richesse puisqu'il va y avoir, ça va faire tourner les hôpitaux, ça va faire tourner les ambulances, ça va faire tourner les entreprises de reconstruction, ça va faire tourner plein de systèmes. Et en fait, le PIB s'accroît avec une catastrophe. Donc on est dans ce dilemme sur lesquels faut qu'on trouve notre place au milieu. On ne la trouvera pas seule, mais en tout cas, il faut agir. Jean-Michel, du coup, tu parles de cette conférence il y a 15 jours. C'est vrai qu'on s'est retrouvés tous les 5 au même endroit il y a quelques semaines. Je crois que je les ai croisés à une demi-heure près. C'est un événement qui s'appelle Livre en marche, avec comme mission essaimer la matière à penser. Et oui, j'en fais la pub, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et on apprend beaucoup. Justement, et ce sera ma dernière question, comment vous sortez de votre entreprise pour découvrir des choses? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous allez à Livre en marche? Pourquoi vous êtes dans Impact France? Pourquoi vous êtes dans Les entreprises s'engagent? Qu'est-ce que vous allez y chercher et qui vous permet de peut-être mieux décider? Alors moi, je vais y chercher de l'inspiration. Je vois que Dominique, il est là-bas dans la salle. Vous êtes content qu'on parle de Livre en marche. Chercher de l'inspiration, d'entendre. Enfin, moi, j'ai assisté. C'était d'ailleurs organisé par Livre en marche, une discussion avec Fabrice Bonifay puis Sylvie Fardigivili qui ont écrit un bouquin sur l'entreprise compréhensive il y a 2-3 ans. C'était au Crédit Agricole à Annecy. Et j'écoutais la conférence comme ça, j'étais allé, par curiosité, j'allais dire. Et puis à un moment, juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure, Fabrice Bonifay a dit je pense qu'on n'a pas compris ce qui est en train de se passer sur le plan climatique, on n'a pas compris l'urgence et la gravité de la situation. Et quand il a dit ça, directeur RSE du groupe Bouygues, je me suis dit, a priori, il n'a pas l'air trop bête, peut-être que ce qu'il dit, c'est peut-être vrai. Et j'ai commencé à me renseigner, en fait. J'ai commencé à écouter des podcasts, à lire des. Et puis là, en fait, ça m'a mis une grande claque et je me suis dit, merde, mais en fait, il avait raison. Et donc c'est grâce à ce type de conférence qui est finalement des fois un peu inattendu, tombe un truc puis on se dit merde, en fait c'est vrai, tout ce qui concerne sur la croissance avec Timothée Parric aussi, ça fait réfléchir effectivement pourquoi on veut faire de la croissance, pourquoi on veut que l'entreprise grandisse. Yves Bontaz, qui était un terrien, j'allais dire un paysan de famille, il me disait souvent, des fois je comptais un peu quand même l'évolution du chiffre d'affaires et je voyais que ça montait. Et puis il s'en foutait, il me disait mais en fait pourquoi vous voulez qu'on augmente le chiffre? Regardez, on n'a pas de soucis, on vit bien, tout le monde est content, on n'a pas de problème qualité, on s'en fout en fait de la croissance, tout va bien. Et moi ça me heurtait encore une fois, je sortais de l'école, je me suis dit tiens, c'est bizarre comme théorie pour un industriel, mais bon. Et en fait aujourd'hui je me rends compte qu'il avait raison, et voilà, donc c'est aussi écouter des gens qui ont une opinion différente. Ça c'est toute la difficulté, parce que quand on se retrouve au Livre en marche, quand on se retrouve ici à discuter de ces sujets, en fait, on est à peu près tous d'accord. Donc après, il faut aller aussi dans des endroits où on n'est pas d'accord. Mais là, c'est assez simple. Il suffit d'écouter un peu le monde politique, et notamment le monde politique régional. Je ne vais pas faire de politique, évidemment, mais juste citer une phrase que j'ai entendue pour un peu les contradictions. Au mois de décembre, j'ai entendu dire par quelqu'un de haut placé à la région,
il y aura toujours de la neige en Haute-Savoie, je m'y engage. Donc vous voyez, quand vous entendez ce genre de choses, ça fait un peu donc comme disait, je ne sais plus quel philosophe, qu'il faut avoir un esprit un peu éduqué pour comprendre les avis différents. Des fois, les avis différents sont un peu difficiles à comprendre. Mais voilà, donc je pense qu'il faut aller s'inspirer et faire attention de ne pas tomber toujours avec les personnes qui pensent toujours la même chose, parce que du coup, ça risque un peu de nous amener un peu dans une mauvaise direction, quoi. Si vous voulez retrouver les conférences que Daniel évoque, vous les trouvez sur le site internet de Livre en Marche ou sur le site de l'agence Iridium. Ouais, alors pour répondre à ta question, effectivement, je rejoins. En fait, on va s'inspirer, effectivement. Et après, moi, enfin, plus personnellement, moi, je suis quelqu'un d'assez curieux, même un peu trop des fois. Et en fait, quand j'arrive à une position de statu quo, j'aime pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est trop tous d'accord, tout pareil, ça m'inquiète. Donc en fait, ce qui fait l'intérêt de Livre en Marche ou des entreprises s'engagent, c'est justement de se heurter en fait. Et quand on réussit ou quand le temps passe et qu'on a quelques succès, on peut avoir un peu un biais cognitif de réussite où on se croit un peu trop fort. On se fait un peu trop confiance et naturellement, moi j'aime bien les moments qui me bousculent et qui m'ouvrent en fait, voilà, où tu te rends compte que tu sais pas en fait. Tout d'un coup, tu as tout un champ qui s'ouvre, comme évidemment le péril écologique qui nous arrive, etc. Et du coup, ça peut être par moments inquiétant, voire frustrant. Mais après, derrière, encore une fois, il faut être en capacité d'action, d'agir, de se remettre en cause. Effectivement, sur la croissance de nos entreprises, là actuellement, typiquement dans le bâtiment, là on rentre dans une période qui va être un peu compliquée en France, par exemple. Et une part de moi qui dit, tiens, il faut réagir à ça. Une autre part de moi me dit, tout compte fait, est-ce que c'est pas normal en fait, et que demain, effectivement, on va être dans une phase de décroissance en France. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt qu'on s'y adapte, qu'on la prépare? Est-ce que ça ne va pas être notre nouvelle normalité demain? Alors effectivement, en tant qu'entrepreneur qui a toujours vécu une forme de croissance, on peut se dire, tiens, il y a une sorte de paradoxe, mais en fait, je me dis, non, en fait, peut-être que c'est une opportunité justement de penser l'entreprise autrement, et peut-être que voilà, c'est le moment de le faire. Donc c'est une opportunité. Donc c'est des sujets de ce type-là. Mais effectivement, il est primordial effectivement de pas lire des choses qui nous confortent. Et ça, je dirais que c'est le drame des réseaux sociaux. Et je conclurai là-dessus, mais des algorithmes qui nous donnent nos informations, comme les réponses Google ou Facebook ou autres, c'est que pour qu'on passe du temps dessus, ils nous donnent que ce qu'on a envie de lire, ils nous donnent pas ce qu'on n'a pas envie de lire. Et donc cet effort-là, il faut surtout pas compter sur les objets digitaux pour ça. Et si on veut justement lire des choses qui ne sont pas de notre avis, il faut se forcer à aller les chercher. Donc c'est un peu coûteux, mais c'est tellement riche derrière. Merci. Jean-Michel? Oui. Alors, je pense que le Livre en Marche est, en général, c'est un sujet d'information. Il faut s'informer non pas avec ce qu'on voit à la télé, parce que c'est pas ça le sujet, mais moi j'ai deux grandes sources d'information. C'est ce que j'allais dire, parce que toi tu es dans d'autres... la première, je parlais tout à l'heure de France Hydrogène, dont je suis vice-président. En fait, alors c'est l'association qui fédère toute la filière hydrogène, partant des territoires, les acteurs industriels, toutes les entreprises tertiaires autour de cette activité. Il y a 450 membres, donc c'est la PFA fait partie, etc. Enfin, voilà, donc et là, l'enjeu, il est de peser pour essayer d'amener des opinions vis-à-vis des décideurs gouvernementaux pour les écritures de feuilles de route, faire bouger les sujets et essayer d'infléchir les tendances qui sont engagées, et en même temps récupérer de l'information sur ces tendances-là ou les différents chemins que prennent les tendances, les avoir très très tôt pour pouvoir les intégrer, réagir en tant que décideur d'entreprise pour pouvoir s'adapter, pivoter, faire ce qui est nécessaire dans le sens de l'activité. Donc ça, c'est vraiment très technique en lien avec le marché et le business. Et puis ensuite, là, on parlait de la diversité du CODIR, mais il y a la diversité qu'on doit soi-même travailler. Et là, Livre en Marche est un excellent sujet. Il y a plein d'autres podcasts comme Thinkerview, comme Sismic, comme des podcasts qui amènent des visions sur des sujets pas uniquement en lien avec l'environnement, avec l'économie, mais aussi avec les sujets de fonds sociétaux qui sont en train de se passer ou géopolitiques. Et donc, c'est cette richesse que l'on prend, cette diversité que l'on crée en soi aussi, que l'on doit en tout cas cultiver pour ne pas... penser toujours la même chose, tourner en boucle, parce que c'est trop facile de se rassurer sur ce qu'on pensait. Au contraire, alors c'est
pour moi, quand on me dit qu'est-ce que tu vas chercher chez Libre en Marche, en fait, c'est un agitateur de bocal. Je me secoue la tête et je ressors toujours avec des choses, avec les certitudes que j'ai laissées, d'autres sujets que j'ai trouvés, d'autres ponts qui ont été ouverts. Donc c'est ça qui est extrêmement enrichissant. Et en plus, un des grands intérêts, quand on est un des mécènes ou un des partenaires du festival. Il n'y a pas que le festival, tout au long de l'année, il y a des rendez-vous qui sont en même temps permettent d'amener cette oxygénation du cerveau et des idées. On va finir avec toi, Alizée. Très rapidement pour conclure, dans les différents espaces où je suis, j'essaye à la fois d'aller chercher notamment Livre en Marche et d'autres types de conférences, des pensées qui nous amènent à penser à un monde radicalement différent, que ce soit des chercheurs, Timothée Parry qui nous parle du monde après la croissance, même des philosophes, des rêveurs, des poètes, etc. Et donc qui amènent quand même à des moments à se sortir du pur incrémental dans lequel on est, et en même temps d'aller se confronter aux espaces beaucoup plus pragmatiques, donc soit dans Impact France avec des dirigeants d'entreprise qui sont engagés sur ce chemin-là et qui rencontrent plein d'embûches, soit même avec d'autres formes d'entreprises ou des grands groupes, juste pour me ramener à la réalité de où ça en est aujourd'hui et d'essayer de faire un peu la synthèse des deux, toujours amener à le monde peut être différent et ensuite de voir comment progressivement on peut y aller en essayant de ne jamais tomber dans le désespoir de l'impossibilité ou en tout cas la grande complexité de la tâche. Et du coup pour ça de toujours rester aussi entouré de gens qui ont envie de faire avancer les choses, c'est ultra important. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. S'il y a, une ou deux questions, on les prend parce qu'après, il va falloir qu'on laisse la place. Je vais amener mon micro, comme ça, c'est fait. Bonjour, Mathias Nakache, consultant en stratégie d'entreprise. Déjà, merci à tous les 5 pour ces échanges. J'aimerais revenir avec vous sur un point. Simplicité vs complexité. Je pense que dans le titre Monde qui change, il y a un monde qui se complexifie énormément. Et donc du coup, l'idée est de savoir, à l'heure de prendre des décisions, de fixer un cap pour son entreprise, où est-ce que vous mettez le curseur entre simplification de l'univers des possibles et prise en compte de beaucoup de paramètres, d'un maximum de paramètres dans une équation complexe. Merci encore. Alors, je me permets de répondre, si vous voulez. Simplicité et complexité, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc, c'est pour ça que je me permets de répondre. En fait, nous, notre métier est complexe, il n'est pas simple. Donc, la simplicité, c'est une recette de cuisine. Généralement, si on la suit ligne à ligne, on arrivera au gâteau qu'on a choisi de faire au début. La complexité, c'est effectivement des interactions tout le temps et la capacité, justement, à réagir vite. Et nous, en tout cas, dans notre organisation, tout ce qu'on a pu simplifier, on l'a simplifié. Et on se rend compte que la performance, elle est dans la complexité. Et donc la réponse à la complexité, enfin pour moi en tout cas dans mon organisation, c'est l'humain. Et ça justement, et donc on retrouve les valeurs, la culture d'entreprise, c'est-à-dire on revient à l'autonomie, la responsabilité, la confiance, le droit à l'erreur, et comment on donne aux gens la capacité d'agir justement pour répondre à la complexité, puisque a priori la réponse à la complexité, c'est l'intelligence humaine, c'est ce qu'on ne sait pas processer et prévoir, ou en tout cas pas dans un délai assez court. Et donc, c'est comment l'organisme ou l'organisation, en tout cas, répond à la sollicitation. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse acceptable, mais c'est la mienne. On va prendre une dernière question. Ça vous va? S'il y en a une, bien sûr. Une, deux. Vous décidez entre vous. C'est ça, décider dans ce monde qui change. Bonjour, Anthony. J'avais une très courte question suivie d'une deuxième. La première, c'était sur ce qu'expliquait Mademoiselle sur votre organisation de société. Si j'ai bien compris, c'est comparable à une DAO. À une DAO. Decentralized Autonomous Organization, des choses qu'on va retrouver, qui sont organisées sur des blockchains et qui vont être gérées par tous les niveaux qui vont venir, on va dire, apporter des avis ou des solutions et ensuite qui vont être votées par la communauté. Oui, alors je ne suis pas ultra familière, mais en tout cas, c'est dans la même philosophie. Philosophie, parfait. Deuxième chose, je suis très aligné avec ce que vous avez expliqué sur la transformation des entreprises qui doivent vraiment s'inclure dans un écosystème. Alors tout ça, c'est très bien, mais est-ce que vous ne pensez pas que d'abord, il va falloir changer un système financier ou économique sur lequel on est basé pour pouvoir changer ça, sinon ça ne servira absolument à rien? Je suis d'accord.
je fais juste attention aux questions. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça d'abord ou ça après? Est-ce qu'il vaut mieux agir dans le monde politique ou dans le monde économique? Je passe ma vie à rencontrer des gens qui pensent qu'en fait, c'est plus simple si tu es dans un autre espace. Donc on est des entreprises et puis on se dit en fait il faut des politiques publiques et des lois qui réglementent, sinon ça marche pas. Et puis en fait le politique il va dire oui mais en fait nous on est bloqué par plein d'enjeux économiques et donc il faut que les entreprises montent le chemin. Voilà, donc je pense que la transformation du monde financier est absolument essentielle pour que le système se transforme à grande échelle. Et il y a plein de débats en ce moment sur est-ce qu'il faut tout mettre sur les indicateurs financiers? Je lisais hier un débat Emmanuel Faber, l'ancien patron de Danone, qui travaille justement sur une norme, mais qui intègre, IFRS, qui intègre tout sur des indicateurs financiers en disant c'est aujourd'hui ça qui drive l'ensemble des marchés financiers. Donc tant qu'on ne mettra pas un prix, ça fait mal au cœur, sur l'eau, les animaux, la biodiversité et les humains, on n'arrivera pas à transformer. Pragmatiquement, je pense qu'il y a du juste. Philosophiquement, c'est un peu plus compliqué. D'autres qui disent qu'il faut mesurer aussi l'extra-financier et arrêter de tout penser avec la financiarisation. Donc, c'est certain qu'il va falloir en passer par là. Après, ces gros systèmes se transforment d'autant plus qu'il y a sur le terrain plein d'autres choses qui se font et que plein d'entreprises aussi démontrent que ça peut être viable, voire rentable, mais déjà viable de faire autrement. Et puis après, il ne faut pas oublier la puissance politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les investissements publics, si la fiscalité, si les incitations ne sont pas pour faire mieux, et aujourd'hui, il y a plus une prime au vice qu'une prime à la vertu, aujourd'hui, ça coûte plus cher de faire bien, tant qu'il y a ça, c'est sûr qu'on est un peu bloqué. Donc, moi, je dirais, c'est pas des ou, c'est il faut tout agir en même temps et essayer d'aller tirer des leviers partout. Et c'est pour ça que moi, je suis à la fois engagée sur le terrain auprès de jeunes entrepreneurs ou d'entreprises, et dans Impact France, où notre mission, c'est de faire du plaidoyer politique pour faire changer les règles du jeu économique et s'assurer que demain, ceux qui respectent la biodiversité et limitent leurs émissions de carbone soient récompensés pour le faire et que du coup, ça en fasse un avantage compétitif sur un monde qui est aujourd'hui organisé autour des marchés, quoi. Ouais, juste 10 secondes par rapport à est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça ou faire ça. Moi, je l'entends souvent. En fait, je pense que la transformation du monde qui est en cours ne va pas nous attendre. Et donc, je pense qu'en fait, il faut tout faire en même temps et vite. Et dans tous les domaines. Parce que si on se dit peut-être ça d'abord, mais d'abord ça, puis il faudrait attendre qu'on se décide là-dessus, parce qu'en fait, ça ne serait pas logique. En fait, ça ne va pas se passer comme ça du tout. Donc, c'est soit on fait vite et ça sera un minimum organisé, soit on prend le temps. Et je pense que ça va être un peu le bazar, on va dire. Voilà. Non, je vais 5 secondes. Je vais juste compléter. En fait, pour croiser beaucoup du monde économique financier ou du monde politique ou d'acteurs industriels, beaucoup sont perdus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ils sont en train d'amorcer, chacun à leur vitesse, ces transformations et ces mutations. Mais même dans les banques, on s'aperçoit qu'il y a plein de structures aujourd'hui qui sont en train de bouger. Enfin, il y a 10 ans, quand on est parti dans cet effet start-up, faire présenter des projets de start-up, les banques en fait n'y comprenaient rien, disaient stop. Maintenant, vous voyez des pubs partout aux 20h ou je sais pas quand qui vous disent allez, montez votre boîte, faites de l'innovation. Vous voyez que les choses sont en train de bouger et sur ces sujets environnementaux, ils sont en train d'amorcer. Plus tard que tout le monde, en retard, mais en tout cas, et pour le coup, ils l'amorcent ou savent qu'il faut l'amorcer, mais ils sont assez perdus. Donc on est aussi là, nous tous, pour venir les accompagner dans porter cette vision et porter ce changement, car tout le monde cherche ces solutions. Tout le monde, enfin, de plus en plus de personnes ont conscience du sujet. Je suis d'accord avec toi, Daniel, pas de l'urgence, conscience de ce qui va arriver, pas de à quelle vitesse ça va arriver, mais les gens sont tout le monde sont en train de chercher des solutions très concrètes. Merci à tous les 4 et merci à vous.